Bienvenue à la chaîne Le Royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Aujourd'hui, je suis très heureuse de me tourner vers Neville Goddard pour vous présenter non pas son enseignement, mais plutôt sa biographie que j'ai trouvée par hasard, bien qu'il n'y ait pas de hasard dans la vie, sur Internet, sur le site de harvbishop.com, que Mitch Horowitz, qui est un écrivain, un orateur et un narrateur populaire, a rédigé sur Neville Goddard. Nous ne connaissons de Neville que ce qu'il a lui-même dévoilé de lui dans ses enseignements, et je pense que, tout comme moi, beaucoup aimeraient aussi découvrir qui il était réellement. Pas parce que c'est indispensable, mais juste à titre d'information. Car Dieu, la conscience, est l'unique réalité qui se manifeste et se déploie infiniment en tant que l'être individuel, Neville, vous et moi. Traduction et narration par Julie Deka. Un nouveau regard audacieux sur une nouvelle pensée. Neville Goddard, un philosophe cosmique, par Mitch Horowitz. Wikipédia a retiré sa page pour Neville Goddard 1905-1972 en 2016. À ce jour, elle n'a pas été restaurée. Neville est l'une des voix de la nouvelle pensée les plus importantes et les plus influentes du siècle dernier. J'ai estimé qu'il était important qu'il y ait une biographie fiable de Neville en ligne. L'article suivant ne se concentre que partiellement sur les détails linéaires de la vie de Neville et davantage sur la croissance et la signification de son message. Cet article est disponible en version imprimable dans la réédition de Tarcher Peridger du premier livre de Neville, À vos ordres. Les paroles de l'écrivain et conférencier spirituel Neville Goddard concernent leur pouvoir d'électrification plus de 40 ans après sa mort. Dans un ton sonore et découpé qui a été préservé sur des milliers d'enregistrements réalisés de son vivant et désormais largement diffusés en ligne, Neville affirmait avec une totale facilité que beaucoup trouveraient fantastique. L'imagination humaine est Dieu et nos pensées créent notre monde au sens le plus littéral du terme. Neville Goddard a peut-être été le plus important intellectuel et le plus charismatique fournisseur de la philosophie généralement appelée nouvelle pensée au siècle dernier. Il a écrit plus de 10 livres sous
le pseudonyme de Neville, et a été un orateur populaire sur les thèmes métaphysiques de la fin des années 1930 jusqu'à sa mort en 1972. Possédant un intellect autodidacte et d'une acuité rare, Neville a épousé une vision spirituelle audacieuse et totale. Tout ce que vous voyez et vivez, y compris les autres, est le résultat de vos propres pensées et états émotionnels. Chacun de nous rêve d'une infinité de réalités et de résultats. Lorsque vous en prenez conscience, enseignait Neville, vous vous découvrez une branche endormie du Créateur, revêtue d'une forme humaine et à la tête de possibilités illimitées. Le système de pensée de Neville a influencé un large éventail de penseurs et d'écrivains spirituels, de l'auteur à succès Joseph Murphy à l'iconoclaste mystique Carlos Castaneda. Il a aujourd'hui un public en ligne enthousiaste lié à la prolifération de ses conférences et de ses livres numérisés. Plus encore, la réputation de Neville ne cesse de croître car ses enseignements mystiques s'accordent avec les questions clés du débat actuel sur la physique quantique. Je reprends. Le système de pensée de Neville a influencé un large éventail de penseurs et d'écrivains spirituels, de l'auteur à succès Joseph Murphy à l'iconoclaste mystique Carlos Castaneda. Il a aujourd'hui un public en ligne enthousiaste lié par la prolifération de ses conférences et de ses livres numérisés. Plus encore, la réputation de Neville ne cesse de croître car ses enseignements mystiques s'accordent avec les questions clés du débat actuel sur la physique quantique. Pourtant, on sait peu de choses sur ce maître spirituel qui a exercé une attraction si inhabituelle sur la scène spirituelle américaine de la fin du XXe siècle. Neville a cultivé un air de mystère qui a contribué à l'intrigue et aux questions autour de ses idées et d'où elles venaient. Un philosophe né. Neville Lancelot Goddard est né le 19 février 1905 dans la ville de St. Michael, sous le protectorat britannique de la Barbade, au sein d'une famille anglicane de 9 fils et d'une fille. Une colonne de ragots des années 1950 décrit le jeune Neville comme énormément riche, sa famille possédant toute une île aux Antilles. La vérité était bien plus modeste. Neville décrivait sa propre maison d'enfance anglaise comme heureuse, mais sans vie. Ses frères se bousculaient constamment pour obtenir des vêtements et des vêtements de rechange à table. Neville est venu à New York à l'âge de 17 ans pour étudier le théâtre, ce qui lui a permis de mener une carrière fructueuse de danseur de vaudeville et d'acteur de Broadway. Il fait des tournées en Amérique et en Angleterre avec des troupes de danse. Mais la vie théâtrale de Neville se déroule au jour le jour. Il complète ses revenus en travaillant comme opérateur d'ascenseur et commis à l'expédition.
L'ambition du jeune artiste pour la scène commence à s'estomper à mesure qu'il rencontre un éventail séduisant d'idées spirituelles, d'abord avec des groupes occultes auto-proclamés, puis avec l'aide d'un mentor qui transforme sa vie. Dans cette conférence, Neville a décrit ses études avec un rabbin turbané d'origine éthiopienne nommé Abdullah. Leur première rencontre, a dit Neville, a eu un air de kismé. Lorsque j'ai rencontré mon ami Abdullah pour la première fois en 1931, je suis entrée dans une pièce où il parlait et lorsque le discours s'est terminé, il est venu, a étendu sa main et a dit « Neville, tu as 6 mois de retard. » Je n'avais jamais vu cet homme auparavant. Alors j'ai dit « Neville, tu as 6 mois de retard. » J'ai 6 mois de retard? Comment me connaissez-vous? Et il a répondu, les frères m'ont dit que tu venais et tu as 6 mois de retard. Selon Neville, les deux hommes ont étudié ensemble l'hébreu, les Écritures et la Kabbale pendant 5 ans, semant ainsi les graines de la philosophie de Neville en matière de créativité mentale. Neville a déclaré que sa première compréhension du pouvoir de la pensée créative est venue alors qu'il vivait dans une chambre louée dans l'Upper West Side de Manhattan pendant l'hiver 1933. Le jeune homme était déprimé. Sa carrière théâtrale s'était arrêtée et ses poches étaient vides. Après 12 ans en Amérique, j'étais un échec à mes propres yeux, dira-t-il plus tard. J'étais au théâtre, je gagnais de l'argent une année et le dépensais le mois suivant. Le jeune homme de 28 ans a eu du mal à passer Noël avec sa famille à la Barbade, mais il n'avait pas les moyens de voyager. « Vivez comme si vous étiez là, lui dit Abdullah, et vous y serez. » En errant dans les rues de New York, Neville a pensé à son objectif, comme il le fera plus tard pour ses auditeurs, et a adopté le sentiment d'être vraiment et véritablement chez lui sur son île natale. Abdullah m'a appris l'importance de rester fidèle à une idée et de ne pas faire de compromis, a-t-il rappelé. J'ai hésité, mais il est resté fidèle à l'idée que j'étais à la Barbade et que j'avais voyagé en première classe. Un matin de décembre, avant que le dernier bateau ne quitte New York pour la Barbade, Neville a reçu une lettre d'un frère depuis longtemps déconnecté. Il y avait $50 et un billet pour le bateau. Son expérience, semblait-il, avait fonctionné. Neville a découvert ce qui est finalement devenu la marque de sa philosophie. Il est impératif d'avoir le sentiment que son but a déjà été atteint. Ce n'est pas ce que vous voulez qui vous attire, écrivait-il. On attire ce qu'on croit être vrai. Le secret est dans le ressenti. Neville a grandi avec la conviction que l'écriture regorgeait de cette idée que l'homme devait penser à partir de la fin. Il appelait l'état du « je suis »
c'est une traduction mystique du nom de Dieu. L'homme pouvait atteindre n'importe quel but, pensait-il, à condition d'en adopter le sentiment dans le présent. Neville réinterprétait chaque épisode de l'écriture comme une parabole psychologique de cette vérité. Dans un exemple tiré de son livre « Ta foi et ta fortune », publié en 1941, il a repris l'histoire de la femme de Lot qui s'est transformée en pilier de sel après avoir contemplé la ville de Sodome. Ne sachant pas que la conscience est toujours en train de s'extérioriser dans les conditions qui vous entourent, comme la femme de Lot, vous vous retournez continuellement sur votre problème et vous êtes à nouveau hypnotisé par son apparente naturalité. À ses yeux, toute l'écriture n'était rien d'autre qu'un schéma directeur pour le développement de l'homme. La Bible ne fait aucune référence à une quelconque personne ayant jamais existé ou à un quelconque événement ayant eu lieu sur terre, a déclaré Neville. Toutes les histoires de la Bible se déroulent dans l'esprit de l'homme individuel. Neville a dépeint le Christ non pas comme une figure vivante, mais plutôt comme un maître psychologue mythique dont les miracles et les paraboles démontrent le pouvoir de la pensée créative. La vraie magie. Dans les discours publics, Neville a souvent fait des déclarations extravagantes, comme son utilisation de visualisation mentale pour obtenir une libération honorable de l'armée américaine après avoir été appelée sous les drapeaux au plus fort de la Seconde Guerre mondiale. En réalité, une telle libération soudaine a eu lieu. Neville est entré dans l'armée le 12 novembre 1942. Obligé de servir pendant toute la durée de la guerre. Mais les archives militaires montrent que 4 mois plus tard, en mars 1943, le mystique fut démobilisé pour accepter un emploi dans une industrie essentielle en temps de guerre. Neville a repris son emploi essentiel en temps de guerre en tant que conférencier en métaphysique à Greenwich Village à New York. Un profil dans le New Yorker du 11 septembre 1943 décrit le beau conférencier de retour au lutrin avant de se pâmer devant le public new-yorkais, souvent féminin. On ne sait pas très bien pourquoi Neville, un homme agile et en parfaite santé, aurait été libéré de l'armée au plus fort de la guerre. Malheureusement, a déclaré un officier des affaires publiques de l'armée. Les dossiers de M. Godard ont été détruits dans l'incendie de 1973 au Centre national des archives du personnel. Neville a également fait des déclarations audacieuses sur l'éventuelle et très prospère montée en puissance des entreprises familiales de restauration et de vente au détail à la Barbade. Ces affirmations sont également conformes aux documents publics. Même les écrits de Neville sur le mystérieux professeur Abdullah sont loin d'être irrecevables.
Les maîtres cachés. La description de Neville de la formation sous un adepte spirituel turbané avait un certain pedigree dans la culture spirituelle alternative de l'Amérique. C'est un concept que la mystique russe, Madame H.P. Blavatsky, a enflammé dans l'esprit des chercheurs occidentaux avec ses récits de la fin du XIXe siècle sur son mentorat pour les Mahatmas invisibles aux grandes âmes. Blavatsky a fait naître l'espoir qu'une aide invisible existait, que l'on pouvait demander conseil à un maître de sagesse difficile à placer, quelqu'un qui pouvait arriver d'un pays exotique ou d'un autre plan d'existence et qui pouvait dispenser un savoir éclairé. En effet, l'histoire d'Abdullah telle que racontée par Neville pourrait être écartée comme un conte emprunté et retouché à Blavatsky, à l'exception d'un autre personnage plus connu de la tradition de la pensée positive qui, vers la fin de sa vie, a fait ses propres revendications de mentorat sous Abdullah. L'écrivain irlandais émigrant Joseph Murphy est arrivé à New York au début des années 1920 avec un diplôme de chimie et une passion pour l'étude de la métaphysique. On se souvient de Murphy pour son méga vendeur de 1963, The Power of Your Subconscious Mind. Ce livre reste l'une des œuvres les plus intéressantes et les plus populaires de la métaphysique de l'esprit positif. Peu avant sa mort, en 1981, Murphy, dans une série d'interviews peu connue publiée par une presse française au Québec, a décrit sa propre rencontre avec le mystérieux Abdullah. L'intervieweur Bernard Quentin a raconté l'histoire dans son livre « Le dialogue avec Murphy » en 1987. C'est à New York que Joseph Murphy a également rencontré le professeur Abdullah, un homme juif d'origine noire, natif d'Israël, qui connaissait dans les moindres détails toute la symbologie de chacun des versets de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cette rencontre a été l'une des plus importantes dans l'évolution spirituelle du docteur Murphy. En fait, Abdullah, qui n'avait jamais vu ni connu la famille Murphy, a déclaré catégoriquement que Murphy venait d'une famille de 6 enfants et non de 5, comme Murphy lui-même l'avait cru. Plus tard, Murphy, intrigué, interrogea sa mère et apprit qu'en effet, il avait eu un autre frère qui était mort quelques heures après sa naissance et dont on ne parlait plus jamais. Vers le milieu des années 1950, l'histoire de Neville, sous la tutelle d'un professeur secret, a exercé une pression sur un écrivain en herbe dont les propres mémoires de découverte mystique ont plus tard fait de lui un nom presque familier, Carlos Castaneda. Castaneda a tissé ses propres récits de mentorat à un instructeur obscur, dans son cas, un sorcier américain nommé Don Juan. Castaneda découvrit Neville pour la première fois grâce à une passion
précoce pour Los Angeles, Margaret Runyon, qui était l'une des élèves les plus dévouées de Neville. Cousine du conteur américain Damon Runyon, Margaret a courtisé l'étudiant en art latin chez un ami en glissant à Carlos un mince volume de Neville appelé The Search, dans lequel elle avait inscrit son nom et son numéro de téléphone. Les deux hommes devinrent amants, puis mari et femme. Runyon parlait souvent à Castaneda de son professeur mystique Neville, mais il ne lui répondait qu'avec un intérêt mitigé, à une exception près. Dans ses mémoires, Runyon se souvient que Castaneda devint de plus en plus fasciné lorsque la conversation se tourna vers le rôle de disciple de Neville sous la direction d'un professeur exotique. C'était plus que le message qui attirait Carlos, c'était Neville lui-même. Il était si mystérieux. Personne ne savait vraiment qui il était ni d'où il venait. Il y avait de vagues références à la Barbade dans les Antilles et au fait qu'il était le fils d'une famille de plantations ultra riche, mais personne n'en était sûr. Il ne pouvait même pas être sûr de l'affaire Abdullah, son professeur indien, qui était toujours très loin dans la jungle ou quelque part ailleurs. La seule chose que l'on savait vraiment, c'était que Neville était là et qu'il pourrait revenir la semaine prochaine, mais encore une fois. Il y avait, a-t-elle conclu, un certain pouvoir dans cette position, une sorte de liberté attrayante dans le manque de passé, et Carlos le savait. Le maître a révélé: y a-t-il un vrai professeur ésotérique nommé Abdullah qui a enseigné à Neville et Joseph Murphy? Il existe un candidat plausible. On le retrouve dans la figure d'un mystique nationaliste noir des années 20 et 30 nommé Arnold Josiah Ford. Comme Neville, Ford est né à la Barbade en 1877, fils d'un prédicateur itinérant. Ford est arrivé à Harlem vers 1910 et s'est imposé comme une voix de premier plan dans le mouvement de l'éthiopianisme, précurseur de rastafarianisme jamaïcain. Les deux mouvements considéraient que la nation et africaine d'Éthiopie abritait une tribu israélite perdue qui avait préservé les enseignements d'un système de croyances africain mystique. Ford se considérait comme un Israélite original et un homme d'origine judaïque authentique. Comme Abdullah, Ford était considéré comme un rabbin éthiopien. Les photographies suivantes montrent Ford comme un homme digne, à l'air peu sévère, avec une mâchoire fixe et un regard pénétrant, portant un turban, tout comme l'Abdullah de Neville.
Ford lui-même a cultivé un air de mystère, attirant beaucoup de spéculations apocryphes et souvent contradictoires. A noter Rand Hall K. Burke, un historien des mouvements nationalistes noirs. Ford vivait à New York à l'époque où Neville a commencé à devenir le disciple d'Abdullah. Neville se souvient de sa première rencontre avec Abdullah en 1931. Et les dossiers du recensement américain montrent que Ford vivait à Harlem sur la 131e rue Ouest en 1930. Il était également à la même adresse en 1920, peu avant l'arrivée de Joseph Murphy. L'historien Harvard Brooks, dans une étude sur le mouvement juif noir à Harlem, a écrit à propos de Ford. Il est certain qu'il a étudié l'hébreu avec un professeur immigrant et qu'il a été un maillon clé dans la communication des approximations du judaïsme talmudique au sein du mouvement d'éthiopianisme. Cela correspondrait à la description de Neville fait d'Abdullah, lui donnant des cours d'hébreu et de kabbale. Il convient de noter que les occultistes du début du XXe siècle utilisaient souvent le terme de kabbale de manière vague pour désigner tout type d'études judaïques. Plus encore, la philosophie de l'éthiopianisme de Ford possédait une métaphysique mentale. La philosophie, a noté l'historien Gilles Watts, contenait un élément de puissance mentale pour de nombreux adeptes de l'éthiopianisme souscrits à la guérison mentale et croyaient que les circonstances matérielles pouvaient être modifiées par le pouvoir de Dieu. De telles notions sont étroitement liées au principe de la nouvelle pensée. Ford a également été un des premiers à soutenir le pionnier nationaliste noir Marcus Garvey et a été le directeur musical de l'Universal Negro Improvement Association de Garvey. Garvey avait également imprégné son mouvement de la métaphysique et de la phraséologie de la nouvelle pensée. Les points communs entre Ford et Abdullah sont frappants. Le rabbin noir, le turban, l'étude de l'hébreu, la métaphysique du pouvoir de l'esprit, la connexion avec la Barbade et la période. Tous suggèrent Ford comme un candidat viable pour l'insaisissable Abdullah. Pourtant, il y a trop de lacunes dans les antécédents de Neville et de Ford pour permettre un saut décisif. Les traces de la vie de Ford s'amincissent après 1931, année où il quitte New York pour émigrer en Éthiopie. L'empereur éthiopien Haile Selassie, après son couronnement en 1930, a offert des concessions de terre à tout Afro-Américain désireux de s'installer dans ce pays d'Afrique de l'Est. Ford accepta l'offre. Le moment du départ de Ford est le plus grand coup porté à la théorie d'Abdullah Ford. Neville a déclaré que lui et son professeur avaient étudié ensemble pendant 5 ans. Cela n'aurait évidemment pas été possible avec Ford, qui avait apparemment quitté New York en 1931.
l'année même où Neville a déclaré que Abdullah et lui s'étaient rencontrés pour la première fois. Dans une coda à la carrière de Ford, il s'est rendu en Afrique avec plusieurs autres partisans américains de l'éthiopianisme pour accepter les concessions de terre offertes par Haile Selassie. Pourtant, la vie de Ford dans la campagne éthiopienne, une période si tristement dépourvue de disques, n'a pu être qu'une existence difficile pour le musicien urbain. Voici un homme déraciné des milieux métropolitains à un âge avancé pour s'installer dans un paysage agricole nouveau et peu familier. Pendant ce temps, l'Éthiopie était menacée d'invasion par l'Italie fasciste. Ford est mort en Éthiopie en septembre 1935, quelques semaines avant que les troupes de Mussolini ne franchissent la frontière. Si la migration de Ford va à l'encontre de la chronologie de Neville, il existe d'autres façons dont Ford peut s'insérer dans le mythe d'Abdullah. Neville a pu extrapoler Abdullah à partir du personnage de Ford après avoir passé un peu plus de temps avec lui. Ou bien Abdullah peut avoir été un composite métaphorique de plusieurs personnages contemporains, dont peut-être Ford. Ou enfin, Abdullah peut avoir été l'invention de Neville, bien que ce scénario ne tienne pas compte du dossier de Joseph Murphy. L'histoire complète ne pourrait peut-être jamais être connue, mais l'idée de deux jeunes chercheurs de métaphysique, Neville et Murphy, vivant dans le New York d'avant-guerre et étudiant sous la direction d'un professeur d'ésotérisme afro-américain, que ce soit Ford ou un autre, est tout à fait plausible. Les courants croisés du mouvement de la puissance de l'esprit dans la première moitié du XXe siècle ont produit des collaborations entre un large éventail de voyageurs spirituels qui ont traversé le paysage métaphysique avec une passion pour le développement personnel et la réinvention de soi. Est-ce que cela fonctionne? Si on considère la philosophie de Neville, ce qui en ressort semble presque trop beau pour être vrai. Croyez que vous possédez déjà votre but et c'est ce que vous ferez. L'homme évolue dans un monde qui n'est ni plus ni moins que sa conscience objectivée, conclut-il. Si c'est vrai, on peut se demander pourquoi ce principe a été découvert par si peu de gens. Dans un livre peu connu datant de 1946, le philosophe occulte Israël Regardie a pris la mesure des mouvements d'esprit créatif en plein essor, dont l'unité, la science chrétienne et la science de l'esprit. Regardie a accordé une attention particulière au cas de Neville, dont l'enseignement, selon lui, reflétait à la fois les espoirs et les pièges de la philosophie de la nouvelle pensée. Regardie pense que Neville possède des idées profondes et authentiques. Pourtant, il estime que ces idées sont présentées sans
qu'une attention suffisante soit accordée à la formation ou à la pratique. La personne ordinaire pouvait-elle vraiment contrôler ses pensées et ses humeurs comme Neville l'avait prescrit? Dans The Romance of Metaphysics, Rigardi écrit: la méthode de Neville est suffisamment solide. Mais la difficulté est que peu de gens sont capables de rassembler cette exaltation émotionnelle ou cette concentration intellectuelle qui sont les approches royales de la citadelle de l'inconscient. En raison de ce manque certain de formation ou de technique, l'esprit vagabonde et mille et une choses sans aucun rapport avec le je suis sont toujours devant leur attention. Neville a proposé à ses auditeurs et lecteurs des techniques de méditation simples, comme la pratique de la visualisation avant de s'endormir ou la reconstitution d'un petit drame imaginaire idéalisé symbolisant la réussite, comme recevoir un prix ou une poignée de main de félicitations. Mais Rigardi a raisonné que, en tant que danseur et acteur, Neville possédait un contrôle unique sur son esprit et son corps que son public ne partageait pas. Neville connaît instinctivement l'art de la relaxation. C'est un danseur et un danseur doit par nécessité se détendre. C'est pourquoi je pense qu'il ne réalise pas pleinement et consciemment que la personne moyenne de son public ne connaît pas le mécanisme de la relaxation, mais sait comment lâcher prise. De tous les systèmes métaphysiques que je connais, conclut Rigardi, celui de Neville est le plus manifestement magique. Mais étant le plus magique, il nécessite pour cette raison même un entraînement systématisé de la part de ceux qui s'approcheraient et entreraient dans ces portails. En l'absence de cette formation, Rigardi a écrit: son système est en réalité strictement personnel. Il peut fonctionner pour lui. Le journaliste soupçonné, mais pas pour d'autres. Vivre dans le monde matériel. La critique de Rigardi est-elle juste? Il existe certainement des témoignages qui prouvent le contraire. Dans son livre de 1961, The Law and the Promise, Neville a fourni une pléthore de lettres de personnes qui disaient avoir réussi grâce à ces méthodes. Mais à la lecture de ces passages, une autre impression se dégage. Étudiant après étudiant, il s'intéresse à des objectifs ardemment matériels. Une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouveau costume, de l'argent dans la poche. Mais ce n'était pas le but ultime de Neville. Dans une conférence de 1967, Neville a dessiné un contraste intrigant. Qu'est-ce qui serait bon pour vous? Dites-le moi, car en fin de compte, tout conflit se résoudra de lui-même. Car le monde est simplement le miroir de l'être que vous supposez être. Un jour, vous serez si saturé de richesse, si saturé de pouvoir,
dans le monde de César que vous tournerez le dos à tout cela et irez à la recherche de la parole de Dieu. Je crois que l'on doit se saturer complètement des choses de César avant d'avoir faim de la parole de Dieu. Ce passage sonne une note qui résonne à travers diverses traditions ésotériques. On ne peut pas renoncer à ce que l'on n'a pas atteint. Pour dépasser le monde matériel ou sa richesse, il faut connaître cette richesse. Mais pour Neville, et cela est devenu la pierre angulaire de sa philosophie, l'accomplissement matériel n'était qu'un pas vers la réalisation d'une vérité beaucoup plus grande et ultime. Au cours des 12 dernières années de sa vie, le professeur a orienté sa philosophie dans une direction radicalement nouvelle qui lui a coûté une partie de sa popularité sur le circuit de la pensée positive. Neville a raconté une expérience mystique bouleversante qu'il a vécue en 1959, au cours de laquelle il a rené comme un enfant de l'intérieur de son crâne qui s'est ouvert comme un utérus. Dans la Bible, Golgotha se traduit par crâne. Dans une imbrication complexe de l'écriture et de son expérience personnelle, Neville a parlé de la promesse. Chacun de nous est le Christ attendant d'être libéré par une renaissance métaphysique. C'est la véritable signification symbolique de la crucifixion dans laquelle Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse un jour se connaître comme Dieu. Notre imagination, enseignait Neville, est la semence de Dieu. Il a vu la vérité littérale et définitive dans le psaume 82, 6. Vous êtes des dieux. Les auditeurs de Neville, cependant, semblaient préférer le message antérieur de succès de l'esprit affirmatif ou ce qu'il appelait l'imaginisme. Beaucoup d'auditeurs déplorent le mystique, ne sont pas du tout intéressés par son cadre de foi, une foi qui mène à l'accomplissement de la promesse de Dieu, comme il a expérimenté dans sa vision de la Renaissance. Le public s'est éloigné. Un étudiant a rappelé que Neville avait été exhorté par son agent à abandonner ce thème ou vous n'aurez pas d'audience du tout. Et qu'il avait répondu: alors je le dirai au mur nu. Lorsque l'enseignant est mort d'un arrêt cardiaque à son domicile de West Hollywood le 1er octobre 1972, sa mort n'a été marquée que par une courte nécrologie dans le Los Angeles Times et un service commémoratif organisé à la hâte. L'ère du Verseau, semble-t-il, n'avait qu'un intérêt limité pour ce voyant aux cheveux argentés qui parlait de l'imagination humaine comme Dieu. La résurrection. Au début du XXIe siècle, le nom de Neville semble être une relique. Mais le philosophe mystique a plutôt connu une renaissance de l'attention. L'œuvre de Neville est louée par certains des écrivains New Age les plus célèbres d'aujourd'hui, tels que Wayne Dyer et Rhonda Byrne.
Ces livres ont ainsi connu une nouvelle vague de popularité. Qui plus est, le message de Neville, peut-être plus que celui de tout autre écrivain de la nouvelle pensée, a préfiguré et rejoint les débats actuels de la physique quantique. Aujourd'hui, les revues de physique discutent régulièrement de ce qu'on appelle le problème des mesures quantiques. De nombreuses personnes ont entendu parler d'une version de ce problème. En substance, plus de 80 ans d'expérience en laboratoire montrent que les particules à l'échelle atomique n'apparaissent à un endroit donné que lorsqu'une mesure est effectuée. La théorie quantique soutient qu'une absence de mesure signifie qu'il n'y a pas d'objet précis à localiser, du moins à l'échelle atomique. Dans un défi à nos conceptions les plus profondes de la réalité, les données quantiques montrent qu'une partie subatomique occupe littéralement un nombre infini de lieux, un état appelé superposition, jusqu'à ce que l'observation la manifeste en un seul endroit. En mécanisme quantique, la décision consciente d'un observateur de regarder ou de ne pas regarder détermine en fait ce qui sera là. Par exemple, les expériences quantiques démontrent que si vous projetez un atome à une paire de boîtes, les schémas d'interférence prouvent que l'atome se trouvait à un point dans les deux boîtes. La particule existait dans un état d'onde, ce qui signifie que l'emplacement de la particule dans l'espace-temps n'est connu que de manière probabiliste. Elle n'a aucune propriété dans cet état, seulement des potentialités. L'onde n'a été localisée dans une boîte qu'après que quelqu'un ait regardé. Neville a décrit de la même façon le pouvoir de création de l'homme. La pensée, dit-il, ne manifeste pas tant le résultat que le sélectionne dans un univers infini de possibilités déjà existantes. La théorie quantique se rapproche encore plus de la perspective de Neville lorsqu'il s'agit de l'expérience de la pensée appelée le chat de Schrödinger. En 1935, le physicien Erwin Schrödinger a cherché à pousser ses collègues à traiter les conclusions logiques de leurs propres données par le biais d'une expérience de pensée volontairement absurde. Voici une version de cette expérience. Un chat est placé dans l'une des deux boîtes. Avec le chat se trouve ce que Schrödinger a appelé un dispositif diabolique. L'appareil, s'il est exposé à un atome, libère un poison mortel. Un observateur tire alors un atome sur les boîtes. L'observateur utilise ensuite une forme de mesure pour vérifier dans quelle boîte se trouve l'atome. La boîte vide ou celle contenant le chat est le dispositif d'empoisonnement. Lorsque l'observateur va vérifier la fonction d'onde de l'atome, c'est-à-dire l'état dans lequel il existe dans les deux boîtes, se transforme en une fonction de particule, c'est-à-dire l'état dans lequel il est localisé dans une boîte. Une fois que l'observateur a pris sa mesure, la convention veut que l'on découvre que le chat est mort ou vivant. Mais selon Schrödinger,
la physique quantique décrit un résultat dans lequel le chat est à la fois mort et vivant. Cela s'explique par le fait que l'atome, dans sa fonction d'onde, se trouvait à un moment donné dans l'une ou l'autre boîte et que l'un ou l'autre résultat est réel. Neville a également enseigné que l'esprit crée des réalités multiples et coexistantes. Tout existe déjà en potentiel, a-t-il dit, et à travers nos pensées et nos sentiments, nous choisissons le résultat que nous expérimentons en fin de compte. Je reprends. Neville a également enseigné que l'esprit crée des réalités multiples et coexistantes. Tout existe déjà en potentiel, a-t-il dit, et à travers nos pensées et nos sentiments, nous choisissons le résultat que nous expérimentons en fin de compte. En effet, Neville a vu l'homme comme certains théoriciens quantiques voient l'observateur prendre des mesures dans le laboratoire de particules, déterminant efficacement où une particule subatomique apparaîtra réellement comme un objet localisé. En outre, Neville a écrit que tout et tous les êtres humains que nous rencontrons sont enracinés en nous, car nous sommes en fin de compte enracinés en Dieu. L'homme existe dans un entrelacement cosmique infini de rêves sans fin de réalité, jusqu'à la réalisation ultime de son identité en tant que Christ. Dans une observation presque prophétique, en 1948, il a dit aux auditeurs: « Les scientifiques expliqueront un jour pourquoi il existe un univers en série. Mais en pratique, la manière dont vous utilisez cet univers sériel pour changer l'avenir est plus importante. » Plus que tout autre professeur spirituel, Neville a créé un corrélat mystique avec la physique quantique. De son vivant, Neville n'a jamais atteint la renommée ou la réputation de ses contemporains les plus connus, tels que Ernest Holmes et Joseph Murphy. Certaines de ses théories les plus radicales lui ont coûté des segments de son public. Mais c'est grâce à son courage intellectuel et à l'élégante congruence de ses idées qu'il est aujourd'hui reconnu comme l'un des théoriciens les plus pionniers et les plus clairvoyants de la spiritualité moderne. Le voyageur autodidacte et sans entrave dans le cosmos est susceptible de devenir la voie la plus durable du mouvement de l'esprit positif. Neville a peut-être laissé entendre cela, surtout à la lumière de son amour pour le symbolisme hébreu. Il a affectueusement appelé Abdullah Ab pour faire court, une variante de l'Abba hébreu pour père. Neville a peut-être façonné un père mentor mythique à partir de divers professeurs. Waouh! Nous sommes à la fin de cette merveilleuse biographie de Neville Goddard. À chacun de faire son opinion. Alors, nous sommes à la fin de cette merveilleuse biographie de Neville Goddard. Merci pour m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci également pour vos likes et vos commentaires constructifs. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Le Royaume Intérieur, pensez à le faire dès maintenant comme signe d'encouragement
et le faisant, n'omettez pas d'activer la cloche afin de ne rater aucune publication. Au revoir et à bientôt. Bye bye!